Mes chers consoeurs, merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces quelques notions mises à jour du cancer, du traitement du cancer de la prostate, et aussi peut-être pour célébrer cette belle collaboration entre la médecine nucléaire et l'oncologie, un mariage que je suppose réussi. Donc, pour commencer, quelques données épidémiologiques sur le cancer de la prostate, qui est un cancer de plus en plus intéressant parce que justement, qui est un cancer beaucoup plus fréquent et en Algérie et dans le monde. Alors, le cancer de la prostate est le deuxième cancer de par le monde, de par son incidence, avec près de 1 500 000 de nouveaux cas par an dans le monde et dans les 5 continents. En Algérie aussi, c'est un cancer qui se voit de plus en plus, peut-être pour le vieillissement de la population. Alors en Algérie, c'est le 3e cancer chez l'homme après le cancer du poumon et le cancer colorectal, et dans les deux sexes confondus, après le cancer du sein et le cancer colorectal. Vous voyez avec moi que l'incidence est assez élevée, elle s'élève d'année en année, mais que la mortalité, elle est quand même assez faible, Dieu merci, peut-être pour l'hormonosensibilité de ce cancer, ou peut-être aussi pour toutes les avancées à la fois diagnostiques et thérapeutiques du cancer de la prostate en Algérie et dans le monde. Donc, cette incidence élevée, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, on a l'espérance de vie qui est élevée dans le monde, avec le vieillissement de la population, y compris masculine. Et puis, cette mortalité qui est en diminution et depuis les années 90 pour justement l'amélioration des outils diagnostiques à disposition, y compris la médecine nucléaire et l'imagerie fonctionnelle et métabolique avec les TEP scans, les TEP CT scans à la fluorocholine, le TEP CT à la PSMA et ses analogues, le TEP CT à la flucyclovine, le TEP IRM, etc. Donc, toutes ces avancées diagnostiques font qu'on diagnostique ce cancer plus tôt, et donc on offre à ces patients des chances de survie beaucoup plus intéressantes. Et puis aussi pour l'amélioration des thérapeutiques qu'on va voir. Donc, dans le cancer de la prostate actuellement, on dispose de plusieurs traitements. Donc l'hormonothérapie, parce qu'on sait tous que c'est un cancer qui est hormonosensible, mais aussi à côté de l'hormonothérapie et à des phases plus avancées, comme dans le cancer de la prostate hormonorésistant qu'on va voir. Donc l'irruption d'autres thérapeutiques comme la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, les radiopharmaceutiques, etc. Donc le cancer de la prostate, quel que soit l'âge de sa survenue, est un cancer qui a de l'haleine. C'est un cancer qui prend beaucoup d'années à évoluer. Pendant des années, pendant des mois, voire des années, ce cancer il peut rester localisé. D'ailleurs, certains cancers, on ne les découvre qu'à l'autopsie. Alors d'autres cancers se développent quand même cliniquement, mais ils sont hormonosensibles pendant très longtemps. Après cette hormonosensibilité, on a une phase inéluctable qui est l'hormonorésistance. Et dans l'hormonorésistance, on peut avoir des cancers hormonorésistants non métastatiques ou des cancers des cancers hormonorésistants métastatiques qui vont malheureusement, dans la plupart des cas, vouer au décès du patient. Donc l'hormonosensibilité, c'est une bonne chose. Maintenant, au bout d'un moment, la cellule tumorale, comme elle est intelligente, elle va court-circuiter cette sensibilité pour donner de la résistance. Alors un CRPC ou un cancer ou un castration resistant prostate cancer est un cancer de la prostate qui progresse cliniquement, radiologiquement ou biologiquement, malgré un taux de testostérone qui reste bas à des taux de castration, soit inférieur à 50 nanogrammes par décilitre ou 1,7 nanomol par litre. Bien sûr, après cet échappement biologique, un bilan d'extension s'impose, fait essentiellement d'un scan, voire d'un TEP scan et d'une scintigraphie osseuse. Et puis, au bout de ce bilan d'extension, on arrive à 2 situations distinctes, soit c'est en métastatique, soit c'est en non métastatique. Alors la résistance, on va essayer un peu de comprendre comment se passe cette résistance. Le cancer de la prostate, alors il dépend, ou les cellules de la prostate et les cellules tumorales de la prostate aussi dépendent de la testostérone qui est un androgène. Alors l'hormonothérapie va réduire la croissance tumorale en privant ces cellules de ce carburant qui est l'androgène par une castration, qu'elle soit chimique ou chirurgicale. Environ 1/3 des cas, malheureusement, de prostate localisée vont perdre cette sensibilité à un moment
moment donné et vont rechuter, ce qui va donner le cancer de prostate hormonorésistant. Donc on a d'abord envers la phase d'hormonosensibilité qui va être donc guidée par la suppression androgénique. Au bout d'un moment, il y aura des mécanismes biologiques adaptatifs de la cellule tumorale à cette hormonosensibilité qui va donner la résistance par la suite. Donc dans ce schéma, on va essayer de voir un peu comment ça se passe. Vous voyez, alors à votre droite, vous voyez c'est en rouge alors l'état d'hormonosensibilité, donc cet état de blocage par la suppression androgénique des cellules tumorales à proliférer. Alors ce blocage, on le voit à différents niveaux. Alors on le voit d'abord ici. On le voit en bloquant la 5-alpha-réductase. Quand on bloque la 5-alpha-réductase, ceci veut dire qu'on va bloquer la dimérisation du récepteur. On le voit aussi en bloquant la liaison des androgènes, des récepteurs à l'androgène avec l'ADN, ce qui va donner aussi un blocage au niveau nucléaire de la translocation. Alors, malheureusement, cet état d'hormonosensibilité, c'est un état qui est délétère, il est fragile parce que justement, il est nucléaire. Ce qui se passe avec l'hormonorésistance, c'est qu'on va avoir soit plus d'androgènes, donc plus de carburant, et ceci se passe à ce premier niveau, soit on aura plus de récepteurs à l'androgène par la multiplication des récepteurs et donc une résistance au blocage de ces récepteurs, soit alors on aura un programme de transcription qui est différent, qui est cette fois-ci plus agressif et qui va donner plus volontiers des métastases à distance. Donc, la première situation, c'est le cancer de prostate hormonorésistant en M0, donc sans métastase. Là, plusieurs études ont étudié plusieurs molécules qui sont essentiellement des anti-androgènes. La palutamide est un anti-androgène sélectif qui est puissant et qui a été évalué dans cette étude, la Spartan Trial. C'est une étude de phase 3, multicentrique, placebo-controlled, qui a colligé quand même plus de 1200 patients, bien sûr résistants en M0 à haut risque. Alors, haut risque veut dire que la PSA de baseline est de 2 nanogrammes avec justement un temps de doublement inférieur ou égal à 10 mois parce qu'en matière de cancer de prostate, ce n'est pas le taux ponctuel de PSA qui est intéressant, mais c'est surtout cette vélocité du PSA qui est intéressante dans la résistance. Alors, regardez dans le graphe en bleu ce qu'a donné la palutamide versus placebo, avec une amélioration de la survie sans métastase de 40,5 mois versus 16,2 mois, avec un hazard ratio qui est très intéressant, un bénéfice à peu près de 70%, d'où l'approbation de la FDA en 2018. Aussi, l'enzalutamide, c'est aussi un facteur, un anti-androgène qui est aussi sélectif et qui est aussi puissant, qui a donné ses résultats dans le cancer de la prostate et qui a prouvé sa place. Donc, dans cette étude Prosper Trial, c'est une étude de phase 3, multicentrique aussi, placebo-controlled, 1400 patients, M0, haut risque. Et là aussi, on a pratiquement les mêmes chiffres, 36,6 mois de survie sans métastase versus 14,7 mois, avec un hazard ratio qui est tout aussi intéressant, 0,30, donc 70% de bénéfices, et les résultats de survie globale suivent aussi. Le darolutamide, c'est le troisième anti-androgène, toujours dans le CRPC M0 à haut risque. Alors, c'est une phase 3 multicentrique. L'étude Aramis, placebo-controlled, 1509 patients, M0 haut risque. Alors, la survie sans maladie ou sans métastase est aussi de 40,4 mois dans le bras darolutamide versus 18 mois dans le bras placebo, avec un hazard ratio de 0,41 et un P qui est significatif. Donc, si on va récapituler ces trois produits, en situation CRPC, M0 au risque, les trois produits, les trois anti-androgènes ont trouvé leur place dans cette situation avec des essais qui sont les trois donc positifs, qui sont colossaux, c'est des phases 3 et avec des effectifs qui sont conséquents. Et de là, la recommandation d'utiliser l'enzalutamide, la palutamide et le darolutamide comme option thérapeutique dans le CRPC M0 à haut risque en première intention, en maintenant bien sûr la suppression androgénique, surtout la suppression chimique par analogue de la LHRH. Maintenant, en métastatique, on a d'autres produits qui ont fait surface en métastatique, essentiellement l'acétate d'abiraterone, qui est un produit, qui est une hormonothérapie de nouvelle génération qu'on donne. Alors, l'acétate d'abiraterone in vivo, alors il se convertit en abiraterone pour venir justement bloquer la CYP17. Quand on bloque la CYP17, ceci veut dire qu'on va bloquer toute cette panoplie de réactions qui vont donner les androgènes d'un côté et qui vont donner les glucocorticoïdes de l'autre. Donc,
l'acétate d'abiraterone est maintenant un produit qui va bloquer l'hormone et pas le récepteur de l'hormone comme vu précédemment, comme l'enzalutamide ici. Regardez, l'enzalutamide, il va bloquer le récepteur, alors que l'acétate d'abiraterone va bloquer l'androgène lui-même. Et comme elle va bloquer aussi cet axe de glucocorticoïde, vous allez voir par la suite qu'à chaque fois qu'on va donner l'acétate d'abiraterone, on est obligé de donner avec l'acétate de la prédnisone. Donc, l'étude de l'acétate d'abiraterone en M1, c'est la COAD 302, c'est une phase 3 multicentrique placebo-contrôle toujours, plus de 1000 patients, M1, chimio-naïf, asymptomatique ou post-symptomatique, auxquels on donne de l'acétate d'abiraterone plus prédnisone versus placebo plus prédnisone. Et là aussi, les résultats de survie globale sont probants. Regardez en vert l'acétate d'abiraterone versus placebo. Alors, les résultats de survie sont intéressants avec un hazard ratio à 0,79, donc 20% de bénéfices, un intervalle de confiance qui est tout à fait respectable statistiquement, et de là, l'acétate d'abiraterone a aussi creusé une place dans le métastatique. Alors, l'enzalutamide qu'on avait vu en M0, il va essayer aussi de trouver une place en M1 à travers cette étude, Prevail Trial, c'est une phase 3 multicentrique placebo, 1717 patients, métastatiques, chimio-naïfs, asymptomatiques ou post-symptomatiques. Et là, l'enzalutamide aussi, il se voit supérieur, bien sûr, au placebo dans cette situation, avec des taux de survie qui sont de plus en plus intéressants à 3 ans, à 5 ans et à 7 ans. Après l'enzalutamide, le docétaxel, c'est une chimiothérapie qui a fait ses preuves dans pratiquement toutes les pathologies tumorales. Dans le cancer de la prostate, c'est l'étude de TAX 327, c'est une phase 3 multicentrique colossale, une étude de plus de 1000 patients de CRPC M1 chimio-naïf, asymptomatique ou post-symptomatique, qui a donné le docétaxel versus mitoxantrone, qui est un intercalant qui était dans le temps donc une chimiothérapie approuvée dans le cancer de la prostate en deuxième ligne. Et là, ce que vous voyez en rouge et en rose, c'est des dosages différents de docétaxel versus mitoxantrone. Le docétaxel, là aussi, il a trouvé indication dans le métastatique, peu ou pas symptomatique, chimio-naïf. Le radium 223, c'est l'étude ALSEMPCA, c'est une phase 3. Donc, le radium, c'est un agent alpha-émetteur ciblant l'os, qui est donné au cancer résistant à la castration métastatique en progression osseuse. Donc, a priori, ce sont des tumeurs à faible charge tumorale, simplement osseuse et pas en crise viscérale. 926 patients, radium versus placebo. Et là aussi, en vert, le radium, c'est un produit qui s'est avéré intéressant aussi dans cette situation, avec 30% de bénéfices et un allongement du temps jusqu'à l'apparition du premier événement osseux, avec un hazard ratio à 0,66. Maintenant, le docétaxel, on avait dit que c'était la chimiothérapie la plus intéressante qui avait donné donc satisfaction en première ligne métastatique. Qu'est-ce qu'on peut proposer après le docétaxel? Le cabazitaxel, qui est aussi un taxane analogue au docétaxel, il a été évalué dans l'étude Tropic Trial, phase 3, cabazitaxel versus mitoxantrone. Et là aussi, le cabazitaxel, chez 755 patients, a trouvé efficacité, 30% d'efficacité, avec un intervalle de confiance statistiquement très correct, d'où l'approbation de la FDA en 2010. L'abiraterone, on l'avait vu en métastatique, donc en non métastatique. En métastatique, cette fois-ci, c'est l'étude COUR 301, c'est une phase 3, abiraterone versus placebo, 1200 patients à peu près, ayant reçu quand même 1 à 2 chimiothérapies au préalable. Donc, c'est des patients qui ont été quand même lourdement traités par hormonothérapie et par docétaxel, voire docétaxel et cabazitaxel, à qui on a proposé l'acétate d'abiraterone et qui, cette fois-ci aussi, a donné l'approbation de la FDA dans cette situation. Alors, l'enzalutamide, on l'a vu à différents niveaux. D'abord, comme anti-androgène en M0, et puis en M1, avant le docétaxel. Là, après le docétaxel, l'enzalutamide est toujours une molécule qui est efficace, bien sûr, chez les patients qui ne l'ont pas reçu auparavant. Dans cette étude de phase 3, avec plus de 1100 patients qui ont progressé au docétaxel, avec une randomisation toujours de A1, enzalutamide versus placebo, avec des résultats de survie globale qui sont intéressants, donc hazard ratio à 0,63, donc près de 40% de bénéfices de l'enzalutamide dans cette situation. Donc la chimiothérapie et l'hormonothérapie, jusque-là, elles ont donné de bons résultats. Elles ont permis quand même de garder ces patients en bon état général, parce qu'à chaque fois qu'on donne un traitement, il faut aussi qu'on pense à la qualité de vie de ce patient. Maintenant, on est passé à d'autres champs, le champ de la thérapie ciblée, le champ de l'immunothérapie. Dans la thérapie ciblée,
Les inhibiteurs de PARP, c'est une famille de médicaments qui ont donné des résultats intéressants essentiellement dans les cancers gynécologiques. Le principe des inhibiteurs de PARP, c'est d'abord les PARP, c'est des enzymes qui vont agir dans la réparation de l'ADN. Donc les inhibiteurs de PARP vont empêcher cette réparation de l'ADN. Et comme on sait tous que l'ADN est une double hélice, donc il faudrait agir sur les deux hélices. C'est pour cela que les inhibiteurs de PARP ne sont en général actifs que dans les tumeurs à ADN BRCA muté. Quand on dit BRCA muté, ça veut dire que déjà une hélice présente un déficit de réparation. Donc on va agir sur la deuxième hélice pour aussi empêcher la réparation de l'ADN dans la cellule tumorale. Et comme ça, on va agir sur les deux bras, la mutation BRCA sur un bras et les inhibiteurs de PARP sur l'autre bras pour empêcher la réparation de l'ADN de la cellule tumorale et vouer bien sûr à l'apoptose. Alors 20 à 25% quand même des cancers de la prostate, castration résistant, présentent une mutation BRCA avec, et de là est partie donc toutes ces études qui ont évalué ces anti-PARP dans le cancer de la prostate. On a deux produits qui ont donné satisfaction, le rucaparib avec l'étude de Triton 3, bien sûr chez les BRCA mutés, avec deprivation androgène, donc déprivation androgénique par enzalutamide ou par acétate d'abiraterone, et taxane, c'est une phase 3, plus de 400 patients, et là regardez dans la courbe, le rucaparib est largement supérieur au bras contrôle. L'olaparib aussi, dans l'étude Profound, et qui est aussi testé dans les BRCA mutés, après ADT et taxane, phase 3, 387 patients, olaparib versus traitement du choix du physicien, donc c'est des patients qui ont en général reçu l'hormonothérapie et la chimiothérapie, et là aussi, l'olaparib a donné donc entière satisfaction de son utilisation à cet effet. Des études ongoing actuellement, oui, et bien comme cette famille de médicaments a donné des résultats quand même probants, et bien on pense actuellement à les associer, donc à les utiliser plus précocement et à les associer à l'immunothérapie pour voir ce que ça va donner. Les radiopharmaceutiques, on en a parlé, les radiopharmaceutiques sont très très intéressants dans le cancer de la prostate, avec le lutetium 177 PSMA 617 qui va se fixer bien sûr sur le PSMA, donc membranaire antigène, qui va donner des rayonnements. Ces rayonnements vont détruire la cellule tumorale. Donc l'étude Vision, phase 3, 831 patients, avec au moins une lésion métastatique PSMA positive, et puis traitement selon le choix de l'investigateur ou selon le choix du physicien, plus ou moins ce lutetium PSMA. Et là, les résultats sont aussi parlants, d'où l'approbation de la FDA en 2022. L'immunothérapie, cette fois-ci, l'immunothérapie, c'est un traitement qui a envahi un peu toutes les pathologies tumorales. Et le principe de l'immunothérapie, c'est justement ce mécanisme d'action qui est original et qui va agir à réveiller le système immunitaire de l'hôte à se défendre lui-même et à tuer la cellule tumorale, plutôt que donner un traitement tout prêt pour agir contre cette cellule tumorale. Alors, pourquoi l'immunothérapie dans le cancer de la prostate? C'est une cible idéale parce que la prolifération dans le cancer de la prostate, c'est une prolifération qui est lente. Et donc, le système immunitaire activé a tout le temps de générer une réaction antitumorale et d'agir contre cette maladie. Il stimule différents tissus à produire des protéines spécifiques qui peuvent eux aussi servir d'antigènes tumoraux, comme le PSA, le PSMA, le PAP, etc. Alors, l'immunothérapie a fait preuve dans le cancer de la prostate il y a déjà quelques années par le Sipuleucel-T, qui est un vaccin personnalisé dérivé de la cellule dendritique et qui a donc l'approbation de la FDA en 2010 pour le CRPC pour pas symptomatique, après les résultats de l'étude Trial, qui est une phase 3, 512 patients, placebo control, et qui a donné donc des résultats intéressants, hazard ratio à 0,77, intervalle de confiance qui ne comprend pas le 1, bénéfice médian en survie de 4,1 mois, et des essais en cours en association avec les anti-androgènes, donc Sipuleucel-T plus anti-androgènes. Maintenant, immunothérapie en mono, oui, en bithérapie cette fois-ci, l'ipilimumab avec le nivolumab, avec cette étude Checkmate, cette étude qui a colligé globalement deux cohortes, une cohorte en jaune brun, donc c'est la cohorte peu symptomatique, et la cohorte en violet, c'est la cohorte symptomatique. Et là, en donnant l'association nivolumab-ipilimumab, qui sont deux agents d'immunothérapie à mécanismes d'action différents, donc qui sont complémentaires pour continuer par la suite par le nivolumab. Et là, l'association s'est montrée donc significativement bénéficiant pour le cancer de la prostate, quelle que soit la cohorte, mais avec un plus pour les cohortes peu symptomatiques et peu métastatiques.
Le pembrolizumab aussi avec l'enzalutamide. Donc là, c'est une étude qui s'intéresse à l'association d'une immunothérapie avec un anti-androgène. Alors, c'est une étude qui a donné un signal d'activité de l'association des deux produits, mais on a aussi d'autres études ongoing, donc en cours, la Keynote 641 avec le pembro enzalutamide chez les patients qui n'ont pas reçu d'enzalutamide. Donc aussi, on va devoir peut-être dans les années à venir utiliser cette association encore plus tôt avant d'avoir recours à l'enzalutamide, à l'anti-androgène. Donc tous les produits qu'on avait vus jusque-là, ce sont des produits spécifiques de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de thérapie ciblée, d'immunothérapie. Maintenant, il faut s'intéresser aussi à la santé osseuse du cancer de la prostate, puisque les métastases osseuses sont très fréquentes dans le cancer de la prostate, et puisque justement ce cancer s'adresse à une population masculine qui est assez fragilisée par l'âge déjà, parce que le plus souvent du temps, c'est des patients de 60 ans et plus. Donc l'os, pour des études de traitement adjuvant à l'os, des essais randomisés ont utilisé la radiothérapie monofractionnée versus la radiothérapie multifractionnée. Et là, la monofractionnée, 14 à 16 Gray, a l'air d'être meilleure. Le denosumab, qui est un anti-RANK, elle, a aussi l'air de mieux marcher dans le cancer de la prostate plutôt que l'acide zolédronique, mais avec, attention, plus de fréquence d'hypocalcémie. Donc, il faut toujours penser à substituer le calcium. La durée de l'anti-RANK, elle, ou du biphosphonate est de 24 mois, avec une évaluation, bien sûr, par une ostéodensitométrie au bout des 24 mois pour décider de la suite du traitement. La supplémentation en calcium et vitamine D s'impose. La biratérone, l'enzalutamide, les corticostéroïdes et le radium 223 vont augmenter le risque de fracture par fragilité osseuse. Donc, il faut toujours penser à consolider l'os. Et puis, la compression médulaire, qui est une complication qui est quand même assez fréquente dans le cancer de la prostate, qui est une complication majeure à dépister et à traiter en urgence. Donc maintenant, on a évalué à peu près tous ces traitements. Quelle est la séquence thérapeutique optimale dans le cancer de la prostate? Alors, la séquence, elle est difficilement identifiable. Si c'est un patient qui a été déjà traité par castration seule, là, on va voir la durée de la castration. Donc, on va voir la durée de l'hormonosensibilité. Durée supérieure à 2 ans et patient peu symptomatique, on ajoute une hormonothérapie de nouvelle génération, type apalutamide, enzalutamide, abiraterone. Si la durée est inférieure ou égale à 2 ans, à ce moment-là, ou patient asymptomatique, ou traité par hormonothérapie de nouvelle génération, on doit passer au docétaxel. Alors, dans la pratique, le choix du traitement doit prendre en considération plusieurs facteurs: l'étendue des lésions, la charge tumorale, les comorbidités, les symptômes, les traitements reçus, la préférence du patient aussi, les critères d'observance chez ce patient, surtout que si on va penser donner un traitement oral, la disponibilité des traitements par service. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent éventuellement donc, interférer avec l'indication thérapeutique. Et comme recommandation, on a la biratérone ou l'enzalutamide si CRPC métastatique, peu ou pas symptomatique et chimio-naïf. Le docétaxel en métastatique, c'est chez les patients symptomatiques. Après docétaxel, plusieurs options: la biratérone, l'enzalutamide, le cabazitaxel. Si on a une métastase osseuse significative de premier événement osseux, à savoir fracture, douleur ou autre, biphosphonate ou denosumab. Le radium 223 est recommandé en cas de métastase osseuse prédominante et pas de maladie viscérale. Le radium 223 n'est pas recommandé avec la biratérone et prednisone en raison d'une résistance croisée. Il n'est pas recommandé aussi d'utiliser la biratérone juste après l'enzalutamide ou vice-versa pour une résistance croisée incomplète connue de ces deux produits. Dans tous les cas, en cas de rechute métastatique, la réunion de concertation pluridisciplinaire est la loi. Donc, castration plus hormonothérapie de nouvelle génération, abiraterone, enzalutamide, apalutamide, les traitements des lignes ultérieures en fonction du traitement reçu. Et là, on retrouve aussi le laparib avec ou sans l'abiraterone s'il y a une mutation BRCA, la radiothérapie interne vectorisée avec le lutécium 177 PSMA 617 et les soins de support qui se voient donc toujours. Donc, la tolérance des produits, il faut essayer d'évaluer la tolérance de ces produits cliniquement avec l'état général du patient, sa mobilité, son autonomie, cliniquement aussi par la présence ou pas de douleur, donc traiter les effets secondaires des traitements qu'on a déjà donnés, et puis le monitoring clinique et biologique avec le PSA. La prévention par l'exercice de poids.
par le fait d'arrêter le tabac, si c'est un patient qui fume toujours, la supplémentation en calcium, vitamine D et les biphosphonates. Et en conclusion, les nouvelles thérapies et la médecine de précision aident à mieux contrôler la progression tumorale et à améliorer la survie de ces patients. En métastatique, la suppression androgénique est un gold standard. Alors l'intensification de la suppression en fonction des caractéristiques du patient et de la maladie. Et puis surtout, les thérapies ciblées et l'immunothérapie qui ont fait un grand bond ces dernières années dans le cancer de la prostate. L'avenir est aux associations d'hormonothérapie de nouvelle génération et de thérapie ciblée, le lutetium 177 PCMA 617, l'efficacité et l'innocuité des associations d'immunothérapie guideront peut-être avec l'utilisation des checkpoints immunitaires et l'optimisation des doses et l'évaluation des drivers, surtout les biomarqueurs. Et voilà quelques essais en cours dans le cancer de prostate résistant à la castration qui se font actuellement et dont on attend les résultats peut-être en 2024, 2025 jusqu'en 2029. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.